Alors, ravi de vous retrouver. C'est le grand jour pour Télé 50, le 12e anniversaire. 12 ans depuis qu'on est justement sur l'espace médiatique congolais ou dans la sphère médiatique congolaise. Ça fait débat autour de deux sujets qui nous intéressent. D'abord, la force régionale pour mettre fin à l'insécurité dans l'est du pays. Comment peut-on mettre fin à une crise avec des pyromanes, notamment le Rwanda et l'Ouganda? C'est la question qui caresse l'esprit de beaucoup de Congolais et de Congolophiles. Parce que la communauté est-africaine a donc décidé de l'envoi de cette force. Deuxième thématique, ça se parle partout. Vital Kamerhe, le président national de l'UNC, est consort acquitté par la justice congolaise. C'était un appel. Est-ce que c'est une surprise? Nous allons tenter de répondre à toutes ces deux questions avec des invités autour de cette table. Ils sont au nombre de 5. Arlette Odia, la société civile qui est devenue ipso facto, bon, d'emblée, dans la politique, mais cette fois-ci au FCC, PPRD. Bienvenue. Merci pour M. Fabien. Nous avons 12 ans. Un enfant de 12 ans, c'est 6 fois 2. Vous feriez peut-être un vœu à la fin du magazine. Claudel Chikamba, lui, il dit qu'il n'a pas encore de couleur politique. Analyste? Oui, analyste, mais proche de l'Union sacrée, il faut le dire. Hein? Proche de l'Union sacrée, pas dans l'Union sacrée. Il attend que le navire soit vraiment en bonne position et flotte de manière enchevêtrée pour le rejoindre. Le scientifique... Ce sont des commentaires qui n'engagent que vous. Le scientifique, ça ne m'engage que moi. Je vous présente le scientifique Bruno Kayumoa, relationniste. Donc vous êtes expert en relations internationales. Avec nous sur ce plateau, bienvenue. Je vous retrouve après plus de 3 semaines. Et Carlos Moupili, le traditionnel acteur de la société civile et également scientifique aussi. Il aime bien qu'on l'appelle maillot jaune ou ceinture noire. Je suis ceinture noire en droit. Bon retour, M. Fabien, sur la terre de vos ancêtres. Merci beaucoup. Et puis Claude qui nous rejoint. Claude, il est analyste politique, mais il n'est pas dans l'Union, il est proche de l'Union sacrée. Claude, bienvenue au club. Merci beaucoup, M. Levens. Merci. Voilà, nous ouvrons le débat. D'abord, la situation dans l'est du pays. La communauté est-africaine décide justement de l'envoi d'une force régionale. Mais au sein de cette force régionale, le Rwanda et l'Ouganda veulent y être. Kinshasa n'est pas d'accord. Le peuple congolais ne veut plus entendre ça, donc ne veut plus entendre ce discours. Claudel, vous avez la parole. Les pyromanes peuvent-ils devenir sapeurs-pompiers? Par quelle magie? Bon, premièrement, il faut d'abord saluer ici l'attitude du gouvernement congolais qui a clairement, à travers le ministre des Affaires étrangères, pointé du doigt, même le porte-parole du gouvernement, pointé du doigt le Rwanda comme étant un pays agresseur, un pays qui alimente des mouvements armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Ça, c'est évident, c'est un pas qui est déjà franchi. Et donc, nous en sommes maintenant à l'acceptation par le gouvernement congolais de cette force qui doit venir au pays, même si personnellement mon point de vue n'est pas celui de pouvoir admettre la venue de cette force, parce que nous ne pouvons pas aussi disposer d'une zone surmilitarisée dans l'est de la République démocratique du Congo au risque de pouvoir exposer les populations à plus d'exactions. Voyez-vous, nous avons déjà dans notre pays l'UPDF, l'armée ougandaise, nous avons les FRDC, nous avons la brigade d'intervention de la MONUSCO et ajouté à la force de l'Afrique, des pays de l'Afrique de l'Est, nous risquons d'avoir plusieurs forces armées et ça pourrait poser un problème. Vous savez que nous avons également la MONUSCO qui, jusqu'à ce jour, peine à démontrer réellement son bilan en termes non seulement même de protection de civils, en termes d'interposition, en termes de rétablissement de la paix. Et donc, cette MONUSCO, 23 ans après,
ne veut pas partir, ne fait que requalifier son mandat. Et donc, que se passerait-il si la force qui vient de la communauté des États de l'Afrique de l'Est n'arrive pas à obtenir, n'arrive pas à aboutir aux résultats qui sont escomptés? Est-ce qu'on va la déloger des forces? Comment va-t-on obtenir encore son retrait? Donc, il y a du risque d'avoir un remède plus pire que le mal. Alors, ce qui pourrait être fait pour moi à ce stade, c'est que la RDC pourrait beaucoup plus se rapprocher de ses partenaires traditionnels, qui sont notamment les États de la SADC, parce que la SADC a démontré aux heures les plus sombres de notre histoire, avec la révolution de Mzee, lorsque nous avons été attaqués par les mêmes acteurs, à savoir l'Ouganda et le Rwanda, ainsi que le Burundi, qui est devenu aujourd'hui au bon sens, parce que le Burundi a soutenu la RDC durant la réunion de Nairobi. Et à l'époque, nous avions été soutenus par la SADC et des fils zimbabwéens, n'est-ce pas? Des Namibiens sont morts dans ce pays pour nous aider à résister contre ceux qui furent alliés des libérateurs, mais qui voulaient se transformer en occupants de notre terre. Et donc, moi je pense que le gouvernement de la République devrait nuancer la question de la venue au Congo de cette force. Il fallait peut-être aller sur le plan de la négociation d'une livraison d'armes à notre armée. Il fallait aller sur le renforcement de la coopération au niveau des renseignements. Il fallait aller sur le renforcement des fonds pour permettre à ce que le budget de la défense de la RDC soit doté, que de pencher sur l'acceptation de cette force qui risque de devenir un monstre pour nous. D'autant plus que, je termine par là, d'autant plus que le Rwanda et l'Ouganda sont des pays qui sont pointés du doigt par les officiels de la RDC comme étant les maîtres du M23. L'Ouganda aujourd'hui est en train de faire le commerce avec le M23 à travers les postes frontaliers de Bunagana. Comment accepter encore qu'un tel pays vienne pour déloger cette force? Voilà. Je n'y pense pas. Merci Claude Chikamba. Arlette Odia, dites-nous concrètement, à ce stade, à Nairobi 3, est-ce que l'Ouganda et le Rwanda, principalement le Rwanda, ont-ils été pointés du doigt? Vous avez lu ce communiqué, le communiqué sanctionnant cette rencontre. Est-ce qu'il y a eu réellement une sincérité à Nairobi, ou c'est encore la politique de l'autruche? Merci M. Fabien pour votre question. Au niveau de Nairobi, non seulement que les agresseurs de la RDC n'ont pas été pointés du doigt, mais surtout, les solutions telles que prises à ce niveau imposent une certaine conduite au gouvernement congolais, ou on va dire à la République démocratique du Congo. Dans quel sens? Je dois commencer par dire que l'UDPS, ou pour certains l'Union sacrée, dirige le pays. Il s'explique que ce soit cette formation politique qui lève des options politiques pour la République. Mais il faudrait, c'est ce que nous pensons, qu'ils s'adaptent à la réalité. À chaque fois qu'ils veulent mettre en place une stratégie quelconque, qu'ils commencent par reconnaître l'échec de la stratégie qui avait précédé. Aujourd'hui, on nous parle de la force régionale, n'est-ce pas? Mais elle a été précédée par la mutualisation des forces entre la RDC et l'Ouganda, qui à son tour avait été précédée par l'état de siège. Et maintenant, qu'est-ce que l'on fait? On va associer l'état de siège, la mutualisation des forces RDC-Ouganda avec la force régionale qui vient pour la même chose, sans oublier la MONUSCO que l'on a évoquée avant. Nous pensons que il n'est pas seulement important aussi que la brigade d'intervention qui a été efficace, composée des Tanzaniens, également. Je pense que ceux qui dirigent ne devraient pas continuer avec ces stratégies d'essai-erreur. Et même s'il fallait essayer, c'est leur stratégie, il faudrait alors à chaque fois évoluer dans les essais que l'on fait. On ne doit pas oublier que l'état de siège à l'est de notre pays, c'est une situation qui viole, n'est-ce pas, les droits fondamentaux de certains citoyens. Mais pour une cause
qui est celle de ramener la paix à l'est du pays. Mais si on est tous d'accord, et puisqu'on est tous d'accord qu'il n'a pas apporté des résultats, et que voir le gouvernement, la République, a adopté une stratégie autre que celle-là, mais ils doivent avoir le courage d'élever l'état de siège. Ils doivent avoir le courage de mettre fin à l'accord de mutualisation de forces entre la RDC et l'Ouganda et nous amener alors à cette stratégie. Encore qu'il faut dire que c'est une stratégie qui est décriée par les Congolais. On ne trouve pas pourquoi il faudrait méconnaître les mérites de notre armée. Beaucoup de contradictions dans les camps de ceux qui nous dirigent. Tantôt, ils vous disent que nous avons une armée puissante. Nous y croyons. Mais tantôt, ils vous disent qu'il faudrait une force régionale pour venir défendre l'intégrité du territoire national. C'est tout cet tâtonnement qui explique malheureusement le fait que la paix n'arrive toujours pas à l'est du pays et ça nous préoccupe. Pas seulement en tant qu'opposition, mais surtout en tant que citoyen. Alors, Arlette Odia, merci pour ce premier tour des tables. Bruno Caïmois, à Nairobi 3, les agresseurs n'ont pas été pointés du doigt. Il y a eu cette diplomatie hypocrite. Mais on ajoute justement à cette rencontre les éléments de M. Chikamba qui dit « Nous devons plus faire confiance à la SADC, qui a beaucoup soutenu Laurent Désiré Kabila. » Il a détaillé. Et la SADC qui a également beaucoup soutenu l'actuel régime de Félix-Antoine Tshisekedi pour jusqu'à la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Cette SADC également, Ramaphosa a refusé d'aller au sommet de Commonwealth à cause de ce que Kagame est en train de faire. Nous venons de l'Europe, le discours contre le Rwanda commence à être visible, même dans certains médias et dans l'opinion publique en Europe et aux États-Unis. Alors dites-nous concrètement, est-ce que Kinshasa ne se montre pas de plus en plus naïf dans la prise des décisions? Oui, merci Fabien pour nous avoir invités autour de cette table pour discuter de cette question extrêmement importante. Je suis tout à fait d'accord avec mon co-débatteur sur cet aspect. Nous venons à peine d'adhérer à cette organisation régionale. Et il serait au moins intéressant de décrire qui ont participé à cette messe de Nairobi. C'est Paul Kagame, le premier criminel de notre pays, c'est lui qui massacre nos concitoyens à l'Est. C'est Kaguta Museveni qui vient à peine de nous trahir. Il vient à peine de trahir le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est Uhuru Kenyatta qui a accueilli, mais n'oublions pas que les dauphins de Uhuru Kenyatta, c'est celui-là même qui avait traité de Congolais de fainéants. Cela veut dire que Uhuru Kenyatta est en train de quitter la scène politique, il est en train de laisser la place à une personne qui n'est pas pour la République démocratique du Congo. Ça, en politique, on ne doit pas prendre ces faits à la légère. En Tanzanie, c'est cette dame qui a pris la place de Magufuli, qui n'est pas aussi pour la République. Elle avait fait des déclarations pour dire que les Tanzaniens doivent venir exploiter à fond les marchés de la République démocratique du Congo. Et donc, il n'y a que le Burundi qui est avec nous. Tout le monde y va, nous devons aussi y aller, faire les affaires. Voilà les hommes qui ont participé. Et les proches de Kigali, le tout premier voyage de cette présidente intérimaire, c'était à Kigali où elle a passé le Kagame. Donc, vous comprenez les personnes avec lesquelles notre président a dû traiter cette question extrêmement importante de notre pays. Et donc, moi, je crois qu'il est extrêmement possible de se retirer de ce qui est en train de se faire de l'autre côté pour se pencher vers la SADC, parce que c'est l'organisation qui nous a montré ce qu'elle est capable de faire. Nous avons été plutôt pressés d'adhérer à toutes ces organisations comme la dernière, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est. Oui, je crois que c'est une naïveté. Il y a possibilité de corriger cette erreur-là. Et je demande aux autorités du pays, s'il vous plaît, de ne plus continuer avec cette messe. Je ne vois pas ce que viendront faire les troupes kenyans, les troupes tanzaniennes, les troupes ougandais et les Rwandais, que nous le voulions ou pas, ils vont infiltrer
ils vont se faire passer pour des Tanzaniens ou alors pour des Ougandais. Donc ce n'est pas responsable à notre gouvernement de faire confiance à cette organisation. On vient à peine d'adhérer à l'organisation, on ne comprend pas le fond de jeu qui se joue dans cette organisation. Et donc, ce n'est pas prudent, c'est grandement imprudent de continuer à faire confiance aux gens qui peuvent jouer un mauvais jeu contre le peuple congolais. Vous ne croyez pas à la sincérité de Uhuru Kenyatta? Je ne crois pas parce qu'il a son dauphin et on a entendu ce que son dauphin a dit. Et donc pourquoi croire à une personne qui, il a élu un dauphin, le dauphin avait fait une déclaration fracassante et lui-même Uhuru Kenyatta n'avait pas eu le courage de demander pardon publiquement. Et donc ce n'est pas parce que c'est le fils de Jomo Kenya, il ne travaille pas pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Il est en train de voir l'intérêt du Kenya. Et donc ce n'est pas à cause de lui que nous devons à tout prix accepter ça. Carlos Mopili, ça vous la parole pour la suite de ce débat. Merci pour la parole. Je crois que je suis d'accord avec... Une erreur d'adhérer à la communauté est-africaine. Au lieu de rester avec nos deux pieds dans la SADC, c'est Tshikamba qui a proposé en liminaire. Quelle est votre réaction? Je suis toujours d'accord avec la SADC, surtout à son application de l'article 6 qui prône la défense mutuelle lorsqu'un État parti est attaqué. Et aussi, jusque-là, moi, il y a des interrogations sur le plan du droit international public. Est-ce que nous sommes déjà État parti de cette communauté de l'Afrique de l'Est, ou parce qu'en droit international, la signature du président de la République, même de plein pouvoir, ça exprime l'intention, la bonne intention. Il faut qu'il y ait la ratification par le Parlement et le dépôt des instruments de ratification pour qu'on dise que nous sommes déjà un État parti. Donc c'est encore une question de réserve. Jusque-là, je ne me reconnais pas que nous faisons partie sur des questions de base juridique internationale. Mais évaluons. Je vais compléter, madame. D'abord, au niveau interne. Au niveau interne, nous avons la mutualisation des forces ougandaises et congolaises. Où sommes-nous? Ces forces sont encore ici, chez nous. Et maintenant, on va encore ajouter d'autres unités ougandaises en échange avec les existantes, ou qu'est-ce que ça va se passer? C'est une interrogation. Nous avons le mémorandum d'attente. À ce niveau-là, est-ce que Kinshasa ne pouvait pas, en examinant l'attitude ou la position très claire, comme l'eau des roches, du fils de Museveni et dauphin de son père, est-ce que Kinshasa ne pouvait pas prendre les dispositions, vu l'hypocrisie de Kampala, mettre fin, comme Arlette Odia l'a suggéré, mettre fin aux opérations conjointes entre les deux armées? Mais pourquoi attendre? Mais je crois que le président Félix, lui, il est chanceux. Cette fois-ci, ni le Rwanda ni l'Ouganda n'ont pas été hypocrites comme ils étaient dans le régime passé. Parce que tel que moi je connais l'anthropologie culturelle des gens de l'Est, des Swahiliphones, mais voir le fils de Museveni faire des messages en tweet, alerter les Congos que je ne suis plus avec vous, je suis avec maintenant le Rwanda, c'est dit rare. En tout cas, c'est un cas rare. Mais nous étions alertés, mais nous n'avons pas pris les choses à main. Deuxième chose, nous avons ici sur votre plateau, on avait discuté ici sur les mémorandums d'attente signés entre la police rwandaise et la police congolaise. C'était sur quoi? C'était pour la mutualisation des renseignements sur la délinquance au niveau des frontières. Sans oublier aussi que nous avons aussi le partage des renseignements, des données de renseignements entre l'Ouganda et le Congo. Mais comment expliquer que les M23, ils ont quitté les territoires rwandais, les territoires ougandais pour venir attaquer le Congo alors qu'il y a des accords? Troisième chose, nous avons la brigade d'intervention.
qui est basée sur la résolution 2098 avec la mission offensive. Bien sûr, cette brigade d'intervention, elle était de la SADC, mais inféodée par la MONUSCO. Elle a une mission offensive dont les contingents tanzaniens se trouvent. Vous êtes bien informé sur le plan militaire, vous aussi. Carlos Mukli, dites-nous, où seraient passés les Tanzaniens qui étaient venus, plutôt les Kenyans qui étaient venus nombreux dans le cadre de cette brigade? Où sont-ils passés? Je comprends rien là. Mais il y a un problème. Quand on veut une force régionale, et en même temps, il y a eu beaucoup de... Il y a encore des contingents qui nous ont présentés. Ils étaient ici. Oui. On ne sait pas s'ils ont disparu, quand est-ce qu'ils sont rentrés. Et maintenant, on veut ajouter encore d'autres. Et encore, il y aura encore un contingent rwandais qui va venir. Et le contingent rwandais qui est avec les M23 doit rentrer. Ça, c'est aussi un problème. 3. Au sein de la MONUSCO, nous avons plus de 51 nationalités de militaires sur notre sol. Encore, nous avons le pacte de Siergel, qui est le grand ensemble des États de la communauté des États de l'Est, qui n'est que sous-ensemble parce que Kenya, Tanzanie, Soudan, RDC, Ouganda, tous font partie de la Siergel. Mais nous avons le traité de Siergel que l'Ouganda et le Rwanda ne respectent pas. Les cas de l'article qui prône de la coopération judiciaire internationale. Voilà. Les M23 sont là, ils n'ont jamais été retardés. Je termine pour dire Pourquoi quoi? vous parlez de M23 alors que c'est l'armée rwandaise sous l'étiquette M23? Non, je parlais d'abord des vrais M23 qui ont eu des récompenses. Vous n'oubliez pas que le programme de démobilisation, tout ça, c'est géré par quelqu'un du M23. Même le mécanisme de suivi, c'est quelqu'un du M23. N'oubliez pas ça. Alors, jusque-là, même s'il faut analyser même la signature du président de la République, son consentement est vicié. Là, je parle dans le droit international en ce qui concerne les conventions de Vienne sur les droits des traités. Lorsque le président de la République, pendant les 8 clos, on explique tous les experts, on laisse seul le président face à qui? Face à Paul Kagame, général ancien maquisard. Face à Museveni, général ancien maquisard. Face à Salva Kiir de Soudan, général ancien maquisard. Face au président burundais, général ancien maquisard. Face à la Tanzanie, paramilitaire, ou Kenyatta, paramilitaire. Seul le président vient de l'opposition civile face aux gens qui ont le même paradigme, que c'est la violence qui règle les choses. Donc, vous voyez déjà que au-delà de ça, le président qui vient de la francophonie, face aux 5 présidents anglophones. Donc, le président, il était minorisé et que ces gens, ils étaient là en complot contre lui. Donc, le consentement est vicié. Voilà, on et va pour revenir terminer... On va revenir à vous. On va revenir à vous lors du deuxième tour de table. Claude est avec nous. Claude, Bujumbura, la capitale actuelle, c'est Kitega, mais on parle de Bujumbura. Bujumbura est clair dans la prise de position et même incisif. Bujumbura connaît mieux les voisins. Mais pourquoi Kinshasa n'a pas un discours fort? Pourquoi Kinshasa reste plus diplomatique et plus pasteur, comme dans une église? Merci beaucoup, M. Fabier. Je pense que la position que le gouvernement congolais a prise n'est pas une position de faiblesse. C'est une position responsable dans le sens où la guerre peut se mener de différentes manières. Il y a ceux qui pensent qu'il faut aller au front, qu'il faut engager seulement donc les FARDC et écarter totalement l'option de la diplomatie. Je pense pour moi que les gens agissent souvent sur base de sentiments liés à la tendance politique dont ils appartiennent, en voulant juste se montrer. Kinshasa est une bonne position diplomatiquement. Oui, oui. Alors que Kinshasa n'est pas est piégé sur tous les fronts. Oui, oui, je vais y arriver. En fait, je pense que Kinshasa a engagé l'option diplomatique au lieu d'enfoncer sur le plan des sanctions diplomatiques, parce que cette guerre, plutôt économique, parce que cette guerre
et économique, Oui. mettre fin, saboter les produits rwandais, Oui. Fermer la frontière, aller jusqu'à la rupture totale des relations. Pourquoi sur la table de Kinshasa toujours la carotte et le bâton? Pourquoi on est plus pasteur alors que les pasteurs par moment sont durs avec les fidèles? Mais Jésus En fait, a fouetté les gens En dans le temple. fait, il faut reconnaître une chose, monsieur le journaliste. Le principe de la souveraineté nationale nous montre que c'est un principe qui se base sur le mandat. C'est-à-dire que nous avons des représentants. Qui est le gouvernement? Le président de la République à la tête et tout le gouvernement. C'est eux qui savent très bien ce qu'il faut faire, le remède à apporter. Donc, ils ont engagé la diplomatie sans laisser les FARDC sur le front. Parce que vous êtes sûr, vous allez accepter comme moi qu'on a récupéré plusieurs territoires qui étaient occupés par le M23, quand bien même Bunagana est sous contrôle toujours du M23, mais la force militaire est engagée sur terrain. Alors, si le président et ses collaborateurs pensent que, avec les enjeux du moment, il faut y aller avec la diplomatie dans un premier temps, ce n'est pas une façon d'interpréter comme une faiblesse. Parce que même en Ukraine, ils ont une armée très forte. Mais ils combattent et ils engagent aussi la diplomatie. Ils ont commencé les combats. Dans 2 semaines qui ont suivi, ils ont engagé directement le dialogue. Donc, les guerres peuvent se mener 1 année, 2 ans, 3 ans, mais les conséquences sont énormes. Ça a été pareil avec le président sortant. Il a été menacé par le même voisin, mais il a combattu, mais il a aussi engagé la diplomatie jusqu'à ce qu'il a bouté hors d'état de nuire. Quand bien même la brigade d'intervention oui, a joué un grand rôle. D'ailleurs, plusieurs personnes se posaient la question où est partie cette brigade. Je pense que pour le moment, c'est une brigade qui est gérée par la MONUSCO. Et elle est sous les contingents de la MONUSCO. Elle est là, mais cela ne peut pas nous amener à dire que le président a échoué dans 1 mois, dans 2 semaines, qu'il vient de commencer à confronter ses ennemis de la paix. Ça, c'est jouer le jeu de l'ennemi et c'est jouer seulement dans le sens de vouloir affaiblir ses pouvoirs, afin peut-être de chercher comment récupérer. Mais sinon, pour moi, pour terminer, en cette période, ce n'est pas les intérêts des politiques qui comptent. Vous n'allez pas terminer parce que vous aurez encore la parole sur ce sujet avant de passer au second sujet. Alors dites-nous, en Nkurunziza, fin Nkurunziza connaissait très bien les voisins. Oui, oui. Ndayishimiye connaît très bien son voisin le plus proche. Vous pensez que nous, on est plus bon que Ndayishimiye et les Burundais dont, comment on appelle? Non. En fait, le président de la façon de prévenir, vous avez vu, jusqu'en dernière minute, sans faire la remise en prise, Nkurunziza est parti dans le cercle. Oui. Ferme la parenthèse. En fait, il faut apprécier l'analyse du Burundi actuellement, la façon dont il rejoint la République démocratique du Congo. C'est à féliciter. Mais il faut aussi reconnaître que le président de la République a remarqué, a suivi très vite donc la rise, la façon dont les voisins sont en train d'ériser. C'est ça qui a produit la déclaration, la sortie médiatique de notre ministre des Affaires étrangères, le porte-parole du gouvernement, qui ne cesse de parler, d'informer aux Congolais de ce qui se passe au juste. Voilà. Claudel, vous avez sorti une idée séduisante. Nous devons revenir aux meilleurs amis, aux meilleurs partenaires comme la SADC. On doit arrêter avec ces adhésions qui ne nous apportent rien. On est piégé, on s'est fait piéger
Non, moi personnellement, je ne pense pas que les adhésions en question ne nous apportent rien. C'est-à-dire que lorsqu'on multiplie les partenaires, n'est-ce pas, qui peuvent nous permettre d'avoir des facilités dans les cas des échanges commerciaux, ce n'est pas un problème. Nous avons une grande frontière avec la Tanzanie, qui est un pays en plein essor économique. Nous avons suffisamment évolué avec le Rwanda. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de visa pour rentrer au Rwanda, donc on peut rentrer au Rwanda. Donc on a évolué sur beaucoup de plans. Et donc, il était aussi important pour le Congo de se dire, il y a beaucoup de Congolais qui vont prendre leurs marchandises au niveau du port de Dar es Salaam, au niveau des Dodoma, qui amènent cela à Lubumbashi. Et donc, il était très important de pouvoir évoluer dans le sens de coopération, d'avoir plus de facilité dans le cadre d'une organisation sous-régionale. C'est très important. Mais la question importante ici, c'est laquelle? C'est que sur le plan militaire, n'est-ce pas, moi je demeure convaincu qu'on ne va pas dealer avec des gens qui ne connaissent pas le terrain du combat, parce que les FRDC, eux, ont su démontrer à l'époque, en 2013, qu'ils étaient capables de défaire le M23, de l'expulser même du territoire national, parce qu'avec la prise notamment des collines de Tchanzu et Runyoni. Et donc, pourquoi aujourd'hui on ne pourrait pas appuyer militairement, livrer des armes au FRDC, lui donner de l'argent au FRDC, parce que notre budget de la défense dans le budget actuel, il n'est qu'autour de 600 millions de dollars américains, alors que des opérations militaires spéciales comme celles qui sont en cours sont des opérations qui coûtent trop cher. Et aujourd'hui, on a suivi tous sur les artères de Kinshasa les nouvelles unités qui sont recrutées dans le cadre de FRDC, super entraînées. Et donc, en même temps que le travail de restructuration qui est en train de se faire avec le chef de l'État comme commandant suprême des FRDC, parce que c'est un travail important, n'oubliez pas que notre armée a été une armée essentiellement infiltrée. Depuis la FDL, le RCD, le CNDP et le M23, on n'a fait que des opérations de brassage, et tous ces groupes que je viens de citer n'ont fait que donner des généraux rwandophones à la nationalité extrêmement douteuse. Et donc aujourd'hui, il est important de faire ce que le docteur Mukwege a dit, de faire un travail en profondeur de restructuration de l'armée qui ne se fait pas sur la place publique. C'est un travail qui se fait en interne, de voir où est-ce qu'on va maintenant recruter pour déployer où et quand. Donc c'est le travail qui est en cours, c'est très important. Alors maintenant... Il s'est fait loin des caméras. Il s'est fait loin des caméras et aujourd'hui, on était très content de voir les FRDC se renforcer par la jeunesse sur les lieux de Kinshasa. Mais maintenant, c'est quand même important de parler d'une chose... Le peuple, apparemment, ne veut pas de cette intervention, de cette force régionale. Oui, les avis... Alors, qui est-ce qu'il faut écouter? Parce que nous sommes dans un régime du peuple d'abord. Je crois qu'il est important... Qui est-ce qu'il faut écouter? Le peuple ou écouter Uhuru Kenyatta avec ses... Non, je crois qu'il est... le peuple, c'est l'article 5 de la Constitution. Non, je crois qu'il est important justement d'écouter le peuple. Parce que le peuple réagit sur base du ressenti. Depuis 25 ans, la RDC subit, n'est-ce pas, les affres de la guerre. Alors, je voulais quand même évoquer un aspect important. C'est que vous avez parlé tout à l'heure de la diplomatie. Au niveau de la diplomatie, je constatais que nous avons beaucoup plus fait des efforts, mais qui sont méconnus par les États de l'Afrique de l'Est. Le président Félix Tshisekedi est allé négocier comment transférer, rendre les militaires rwandais qui ont été arrêtés sur le territoire congolais, même si Paul Kagame dit qu'ils ont été enlevés. Ils ont été enlevés où? Ils étaient venus boire en RDC, on ne comprend pas trop. Même si aujourd'hui, le Sénat américain, la commission extérieure du Sénat américain, a condamné Paul Kagame jusqu'à le presser. Il y a eu une pression diplomatique sur Paul Kagame qui ouvrait les sommets du Commonwealth le 20 juin chez lui à Kigali, à lui dire qu'il devait, parce qu'il voulait reporter, il ne voulait pas venir aux assises de Nairobi, on lui a imposé d'y aller. Et donc, diplomatiquement parlant, Kinshasa est en train de travailler et il faut saluer cela. Il faut saluer le fait qu'aujourd'hui, diplomatiquement parlant, le président Ramaphosa, qui a toujours été un grand soutien pour le président Félix Tshisekedi, vous avez dit ici, Ramaphosa qui était parmi les premiers présidents à reconnaître l'élection de Félix Tshisekedi, même si à l'époque le président Kabila a envoyé une délégation pour aller supplier Kagame à reconnaître les résultats, parce que vous vous rappelez à l'époque, on a eu, bien sûr, on a eu à l'époque le ministre des Affaires étrangères, on a eu M. Kalev Moutonde, et on a eu le feu général Delphin Kaimbi, qui sont allés pour supplier Kagame à reconnaître Félix Tshisekedi comme président de la République, alors que l'Afrique du Sud a clairement reconnu Félix Tshisekedi comme étant président de la République, et en ce moment-là, le président Kabila reprendra le courage et prononcera les résultats avant même que Kagame, qui prévoyait de venir à Kinshasa, c'est pas le président sortant, excusez-moi, a donné le go à la Cour constitutionnelle pour proclamer les résultats. Donc, c'est important pour nous de le considérer. Alors, un dernier aspect
Depuis plusieurs années, et jusque notamment 2011-2012, nous avons adhéré avec le Rwanda au mécanisme conjoint de vérification élargie. C'est ce que M. Carlos Mopili disait. C'est-à-dire qu'on s'est dit, puisque les uns violent les frontières des autres, on a créé un mécanisme conjoint de suivi plutôt, de surveillance, qui comprend les 12 États de la CIRGL, plus la MONUSCO. Et donc aujourd'hui, on s'est versé des éléments pour dire, voilà, nous avons des Rwandais qui sont venus. Mais ce mécanisme est en permanence ignoré par Paul Kagame. Aujourd'hui, j'ai tenu par le dernier élément. Le fils de Museveni prend le président de la République, Félix Tshisekedi, comme son ami. Il écrit sur Twitter comment est-ce qu'il doit venir discuter avec son grand frère Félix Tshisekedi. Est-ce qu'un général congolais peut s'amuser à lui demander qu'il aille discuter avec son grand frère Museveni? Voilà. Je termine également par dire un élément très important. C'est très important qu'il faut mentionner cet élément. C'est qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas penser que notre gouvernement est en position de ne pas pouvoir attaquer le Rwanda. Mais c'est en position de dire qu'il faut d'abord procéder à un véritable nettoyage de l'armée. Parce que l'armée congolaise est l'une des armées les plus infiltrées du monde, compte tenu des différents brassages faits pendant 18 ans. Au prix, bien sûr, c'était important parce qu'il fallait négocier la paix. Et à la négociation de la paix, il fallait donc faire taire les armes. Arlette Odia, vous avez la parole par rapport à toutes ces analyses. Ça vous inspire quoi dans la suite de ce débat? Vous êtes d'accord qu'il faut absolument refaire confiance à la SADC? Il faut, au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, chercher à exprimer ses positions clairement? Merci, mais je veux commencer d'abord par contredire M. Claude qui est en face de moi quand il dit qu'au nom de la théorie du mandat, ceux qui aujourd'hui dirigent le pouvoir savent ce qu'il faut faire pour mettre fin à l'insécurité à l'est du pays. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il est question de dire qu'ils ont le privilège de lever les options et d'engager la République. Ce n'est pas pour autant dire qu'ils sont les seuls à savoir ce qu'il y a à faire. À partir du moment où ils ont plusieurs fois tenté des choses sans apporter la solution à cette situation de l'insécurité à l'est du pays, c'est suffisant pour comprendre qu'ils ne maîtrisent pas la situation, qu'il y a de soucis au niveau de solutions, au niveau des stratégies qui sont mises en place. J'ai noté dans votre propos qu'il y a 3 options qui ont été levées par le président Félix Tshisekedi. L'option diplomatique, politique et militaire. Mais visiblement, sur le terrain, on a nettement l'impression que c'est l'option diplomatique qui est mise en place. Quand bien même il y a les FARDC qui sont déployés, il y a la mutualisation de forces avec l'armée ougandaise, mais c'est en fait l'option diplomatique qui est la plus exploitée. On a suivi le ministre des Affaires étrangères dire que l'RDC n'a pas l'intention de faire la guerre. Pendant qu'au même moment, Paul Kagame chez lui dit on va retourner la guerre par où elle est venue. Mais comme vous l'avez dit, ils sont dans la stratégie d'utiliser plus la carotte que le fouet. Mais si on doit quand même admettre que c'est l'option diplomatique qui est levée à leur niveau, mais ils ne peuvent pas, pour la même maladie, mettre plusieurs schémas. C'est ainsi qu'on rappelle ce qu'a toujours dit l'opposition. Quel est le schéma qu'il faut? Ce qu'a toujours dit l'opposition, ce qui avait été dit par l'opposition d'hier, aujourd'hui au pouvoir, écoutez le peuple. Que veut le peuple en ce moment? C'est faire taire les armes, c'est la paix à l'est du pays, c'est respecter les droits des citoyens, notamment à travers la levée de l'état de siège. On ne peut pas comprendre que pour la même situation, celle de mettre fin à l'insécurité à l'est du pays, qu'on y mette l'état de siège, qu'on y mette la mutualisation des forces Ouganda, RDC, qu'on y rajoute la force régionale. C'est tout ce désordre-là qui, en fait, va nous amener à la pérennisation de l'insécurité à l'est de notre pays. Concrètement, vous insistez beaucoup sur ce qu'on appelle état de siège. Donc, qu'on lève l'état de siège, qu'on dise aux Ougandais de rentrer chez eux, l'armée ougandaise,
Et puis après. Mais après, enfin justement, après, c'est ce que nous avons toujours pensé. Nous pensons que les forces armées de la RDC, déjà que l'Afrique entière reconnaît en elle le fait qu'elle a été parmi les meilleures d'Afrique, 8e classée, elle peut et elle suffit, elle est suffisamment forte pour amener la paix à l'est de notre pays. Il faudrait mettre à leur disposition des moyens. Le gouvernement et l'Assemblée nationale sont d'accord avec nous qu'il n'y a pas suffisamment de moyens. C'est ainsi qu'ils sont en train de faire des collectes par-ci, par-là, même à l'Assemblée nationale. On a vu les députés se cotiser, alors que c'est l'autorité budgétaire. Ils doivent voter. Attendez, l'effort de guerre, je le comprendrai. L'effort de guerre, mais pas même de Rwandais, qui sont des chauffeurs à Bruxelles et partout dans quelques États de l'Union européenne, envoient des cotisations pour justement aider leur pays et contribuer à la déstabilisation du Congo. Si on doit considérer cela comme l'effort de guerre, il y a les membres de famille des FARDC, de la PNC, qui sont à l'est du pays, qui meurent de faim ici sur place à Kinshasa, ou à chacune des familles, que ces efforts de guerre soient mis à la disposition de leurs familles qui sont restées sur place. Et pour nos FARDC au front, que les moyens colossaux de la part de l'État soient mis à leur disposition. Merci, Arlette. Ils seront à la tâche. Arlette Audier, merci beaucoup. Bruno Kayimoa, c'est votre deuxième prise de parole. Dites-nous concrètement, l'élite, le peuple a parlé. Il ne veut pas de cette force régionale. L'élite, il s'exprime clairement, même autour de ces tables. Alors, le peuple et l'élite, les pressions sur les dirigeants, le Parlement, l'exécutif, est-ce que vous croyez qu'ils vont céder à la pression du peuple et de l'élite pour refuser la force régionale qui vient de chez Ourou et de ces pays qui romanent? Est-ce que ça sera possible? Apparemment, nous ici, on aime trop l'intercession au lieu de faire bouger les choses. Hein. Oui, je crois qu'il est extrêmement... Même Israël se bat et combat ses adversaires avant d'aller prier, hein, quand même. Il est extrêmement important que toutes les forces et toutes les personnes qui sont contre la présence de ces troupes, les troupes de la communauté d'Afrique de l'Est à l'est de la République démocratique du Congo, que nous puissions nous mobiliser pour faire pression à notre gouvernement afin qu'ils ne viennent pas. Parce que la question de l'Est, Fabien, on doit rester vigilant pendant les 10 années à venir. Nous ne devons pas oublier une chose. Nous sommes devant des régimes qui sont dans l'ivresse du pouvoir et les régimes qui sont en train de connaître leurs fins ultimes. Le régime Museveni n'a plus 5 ans. Et Museveni, son remplaçant, il n'inspire pas confiance. Le fils Museveni n'inspire pas confiance. Et donc, l'Ouganda peut imploser dans les 5-10 années à venir. Donc, dans les 10 années qui viennent là, je ne vois pas le régime ougandais comment il va tenir. Donc, il va y avoir des problèmes sérieux en Ouganda parce que Museveni ne prépare pas de manière sérieuse sa succession. Au Rwanda, nous avons la même logique. Et donc, le régime Paul Kagame est vers la fin. Il y a d'abord une crise interne du Rwanda entre les deux communautés. Les autres, ils ont été grandement marginalisés. C'est une petite communauté qui a dominé la scène politique. Et donc, on doit se préparer. Parce que nous sommes en train de connaître la crise, cette crise que nous connaissons aujourd'hui, c'est à cause de l'implosion du Rwanda. Est-ce que nous allons accepter les mêmes réalités s'il y avait une implosion au niveau du Rwanda? Oui, il construit des bâtiments, mais Kagame n'a pas réussi à construire les cœurs des Rwandais. Et donc, on doit savoir se préparer sur les deux réalités, de sorte que, qu'est-ce que nous sommes en train de penser, qu'est-ce que la République démocratique du Congo pense de l'avenir. Parce que si vous regardez la sous-région, Fabien, il n'y a que les 2 présidents qui ont réalisé plus de 25 ans. En République démocratique du Congo, on a un nouveau président. Au Burundi, on a à peu près 2 ou 3 derniers présidents. En Tanzanie, on n'a plus. Au Kenya, on n'a plus. C'est pas moi. Dans la région, il n'y a que ces 2. Et donc, ils sont dans leur ivresse de pouvoir. Ils oublient que ce sont des hommes et ils sont à la fin. Et donc, nous ne devons pas seulement nous préparer sur la crise actuelle, mais nous devons avoir la capacité de faire des projections pour dire quand le pouvoir, comme le pouvoir de Kagame est en train de toucher à sa fin, la crise qui pourrait avoir lieu au Rwanda, comment nous allons la gérer?
comme le pouvoir Museveni est en train de toucher à sa fin. La crise et l'implosion, parce que le fils Museveni n'est pas un homme à la hauteur de... Mais il faut Comment on va savoir un leadership fort avec une élite, pas du ventre, mais une élite qui fait travailler sa cervelle. Toutes ces interrogations, ça se traite dans les think tanks, monsieur Chikamba. Effectivement, c'est pas sur un plateau de télé quand même. Oui, mais le plateau de télé sert parfois à donner des idées. Je suis convaincu qu'il y a des Congolais qui nous suivent et ces Congolais, même les acteurs politiques, ils peuvent profiter des idées qui sont présentées ici sur le plateau pour pouvoir faire des projections sur les questions qu'on est en train de dire là. Carlos Mupili, Bruno Kayimo nous amène dans une approche prospective en nous disant, bon, cette crise, elle est là, elle est passagère, mais est-ce qu'on est préparé à l'implosion de la situation? On a vu Mobutu préparé, utilisé par les Américains, et qui a déstabilisé l'Angola. Mais on a vu aussi que Mobutu a été défenestré et Savimbi, localisé, on lui a logé des balles dans le corps. Mais est-ce qu'on est préparé à l'après-Kagame dans les Grands Lacs, à l'après-Museveni? Si nous pouvons réfléchir comme ça, c'est très important aussi. Oui, c'est important, mais nous devons d'abord gérer la situation présente. Et tout le monde n'oublie pas que Kagame, Museveni, ce ne sont pas des régimes forts parce qu'il y a des animateurs forts. C'est comme ça que les gens croyaient que Mobutu était fort et qu'il avait une armée forte. Non. Nous connaissons que ce sont les sous-traitants des multinationales qui sont les vrais metteurs en scène de l'insécurité à l'Est. C'est pourquoi même notre diplomatie ne doit pas être la diplomatie à l'Angouza Carlibone, mais c'est une diplomatie qui doit être à la Cheo Kitundu, c'est-à-dire une diplomatie qui doit être assise sur les valeurs des droits de l'homme. Aujourd'hui, avec la CNDH qui siège au bureau mondial et aussi au bureau mondial de la francophonie, avec tout ce qu'on documente comme violation grave des droits de l'homme par les occupants rwandais à Bunagana et à Ituri, ça peut toucher, ça peut heurter la conscience internationale. Parce que vous connaissez que la racine du droit international public, c'est la Première Guerre mondiale avec la Société des Nations, c'est la Seconde Guerre mondiale avec la création de l'ONU. Mais je voulais un peu rallier Mme Odia lorsqu'elle dit nous sommes une république, mon cher Claude. République démocratique du Congo. Cela veut dire quoi, république? Res publica, c'est-à-dire un bien collectif laissé par nos aïeux. Nous sommes tous co-héritiers. Félix, Sama Lukonde, Mupili, Kabiuma, Fabien, tous co-héritiers. Et le président de la République ou le gouvernement ont l'image des liquidateurs. Donc, un liquidateur ne peut pas vendre lui-même sans le consentement de tous les co-héritiers. Donc, les gens qui croient que obtenir la signature du gouvernement congolais ou du chef de l'État, ils se trompent parce que le peuple congolais, il est le souverain selon l'article 5 de notre constitution. Et je termine pour dire que nous avons nos FARDC, nous les avons vus, les lionceaux qui ont défilé aujourd'hui. Et je vous dis, ces gens que vous avez vus, les jeunes là, un soldat congolais là, formé par les Simbamura, vaut plus que 2 marins français. Donc, nous avons une armée très redoutable. Mais là où le président peut accompagner, c'est les sociales. Nga Carlos Mupili, j'ai mangé mon premier poulet entier. C'est quand j'étais Kadogo. Je n'ai pas mangé le poulet chez mes parents. Donc, en étant recrue, j'ai mangé déjà un poulet. J'ai mangé 3 fois par jour. Donnez les sociales aux militaires, aux soldats. Donnez-leur les moyens de travail. Renforcez le renseignement avec des données militaires. Un agent de renseignement doit avoir l'argent le matin pour acheter les informations. Ça, on ne peut pas dire ça sur les plateaux de télévision, mais il faut nous consulter, nous, les révolutionnaires kabylistes. Nous avons le secret d'État, la spiritualité de notre armée. Nous connaissons comment prier pour que l'ennemi, pour que l'esprit de Kimbangu puisse marcher devant nos troupes et que ça mette en débandade notre ennemi. Mais il faudra il n'y a que nous qui détenons ce secret-là. Il faudra extirper les traîtres de l'armée comme nous connaissons des prières à faire et que les coronas peuvent même les éliminer. Oui, avec seule la prière de Simon Kimbangu, on connaît comment faire. Parce que vous mettez l'accent sur le volet diplomatique.
Maintenant, ce n'est plus un secret pour personne. Le Parlement belge, tous les milieux IP, politiques, diplomatiques en Occident, même au Canada, ont commencé à comprendre que Kagame en fait trop. Comment saisir cette opportunité? Vous avez suivi les discours. En Occident, tout le monde n'est pas contre le Congo. Il faut qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on se trompe. Alors, comment capitaliser cette brèche en ce moment ici? Voilà, merci beaucoup. En fait, ça, c'est juste, ça soutient les volets diplomatiques. Ce comportement qui s'observe dans les milieux hyper... Oui, comment capitaliser ça, nous? La façon dont il faut les capitaliser, c'est une façon de les approcher. Il faut connaître ces gens-là qui soutiennent la position de notre pays et les rencontrer et continuer toujours à apporter des preuves. Nous avons des preuves qui sont patentes. Donc, qui attestent clairement que la République démocratique du Congo n'a jamais été meneur de troubles dans l'Est du Congo. Elle s'est agressée par le Rwanda. Au contraire. Voilà. Elle continue à subir donc les exactions, les agressions. Tout ça, il faut que le monde entier les sache. C'est à travers maintenant ces brèches que cette diplomatie que nous sommes en train de parler, cette diplomatie que le gouvernement a mis de l'avant, pour être soutenue par tout le monde, que ce soit l'opposition, que ce soit tout le monde, les gens du régime. Maintenant, un autre point très important que je veux soulever, les gens pensent que peut-être l'armée congolaise échoue parce qu'à son sein, il y a les gens qui ont une morphologie qui jouent le jeu de l'ennemi ou qui donnent des informations. Non, personne n'a parlé. Ne touchons pas l'aspect somatique. C'est pour cette raison beaucoup. En fait, le Congo, c'est la diversité. Merci parce que mosaïque de culture. Merci beaucoup parce que vous-même vous corrigez. Parce qu'un des débatteurs a ainsi insérer ces mots, ce qui n'est pas vraiment... non, personne n'a parlé de la morphologie rwandaise. Non, quelqu'un a dit que dans l'armée, il y a l'infiltration. Oui, il y a des infiltrés dans l'armée. Ça ne peut pas, on ne peut pas... Je n'en disconviens pas. Il y a des infiltrés dans l'armée. Et non, je recadre. Je termine. Tous nous sommes Congolais, Bantous, Tutsis, comment on appelle, Soudanais, Nilotiques. Voilà. Alors maintenant, le problème, c'est au niveau... Même les Congolais de père et de mère, par moment, trahissent le Congo. Alors, c'est ça. Pour terminer avec ce point, donc l'infiltration, il y a. Je ne suis pas vraiment contre ça. Mais ça peut être observé dans toutes les communautés. Il peut être Mungwandi et jouer... être traître. Il peut être Kassaïen, Nilotique, être traître. Que faire? Oui, il faut extirper, pas sur base de morphologie, mais sur base des faits. Des informations, des renseignements. Nous avons le service des renseignements, nous avons l'ANR, nous avons le gouvernement qui a tous les moyens, qui possède tous les moyens, qui peut à tout prix et par tous les moyens, d'une manière facile, attraper et repérer un élément infiltré et le punir. C'est comme ça, il faut le faire comme ça. Voilà, donc pas généraliser. Pas généraliser. Ou mettre les gens dans le même sac. Les faits sont têtus. Pas mettre les gens dans le même sac. Les faits sont têtus. Sur base si on pose la question de savoir quel est le groupe qui trahit et continue à trahir, tu vas conclure que... Sincèrement, il y a le rwandophone qui ont l'habitude de trahir et de trahir de manière... Il y a possibilité de les voir et de l'expliquer. Ils ont pris de l'avant d'ailleurs, à l'Est. La semaine passée, moi, mon cousin a perdu donc sa vie au front à Kibumba. Si vous êtes informé, le jour où le combat s'est déroulé à Kibumba, mon frère, cousin, de mon oncle paternel, un lieutenant-colonel, a été, vous pouvez demander aux forces armées, le général Mbala était, le gouverneur militaire était à l'animation, plutôt de ces cousins-là. Il est la faciès Tutsi, il est Munyamulenge, il combat, il a laissé une veuve avec ses enfants. Au Sud Kivu, le M23 en 2012 a été défait par les
commandant Massouzou. Je le reconnais, général je Massouzou. suis tout à fait Ancien d'accord Maï. avec. Donc, à Goma, ceux qui ont attaqué le M23 en 2012, plusieurs entre eux sont des commandants Banyamulenge. Donc, il faut laisser cette histoire qui divise. Voilà, la je République. recadre, Ça va nous diviser Je et le jouer s'il vous plaît. pour Non, l'ennemi. personne d'entre nous n'a Claude, évoqué la merci. question Banyamulenge. Claude, mais merci. Je ne sais pas Bruno, comment merci. cette question est rentrée Non, non, dans le débat. Claude, Claude, pas merci. s'infiltrer, Claude, il a merci. fallu apporter Claude, le Il Claude, faut dire les Bruno, choses merci. de manière claire. Les S'il vous plaît. Banyamulenge sont de Congolais, moi je les reconnais. Merci beaucoup. Mais attention, vous devez faire de manière claire votre choix. Ou vous êtes Congolais ou vous êtes Combien de Rwandais. fois on Il n'a faut pas- éviter. on n'a pas fait Il choix. faut éviter de servir les Non, non, Rwandais non, s'il tout vous en plaît. étant Congolais. Il C'est y a ça de- qu'on reproche. Voilà, merci, merci. Je grandis à l'Est, Claude, je sais de quoi je suis en train de parler. Bruno, J'ai étudié avec les on n'a pas Banyamulenge. demandé. Claude Je sais et ce que Bruno, je suis en s'il train vous de plaît. parler. Mais on n'a pas parler. demandé. Claude. Il y a des évidences que tu dois reconnaître. Oui. Claude. Les évidences historiques, Claude. et les évidences juridiques. Qui ne- Accepter qui d'être attestent Congolais, clairement. travailler pour la cause congolaise. Ok, C'est ça merci. la cause la plus Accepter importante. comment? On le fait déjà, je vous donne des Et alors, des tour- exemples. ayez les regards tournés vers Kinshasa au lieu d'avoir les regards tournés vers Non, non, moi je vers soutiens, Kigali. La question je ici, soutiens c'est fortement toutes les communautés, institutions. je connais qui ont trahi, qui étaient dans le RCD. Mais oui. On connaît. Mais oui. Pendant que nous, on se battait avec Massounzou qui était Maï Maï, de l'autre côté, il y avait Ondekane qui est Mungala, Mais oui. il y avait Roger Lumbala qui est Kassaye, Mais- il y avait Ezekiel Kassaye, C'est ça. il y avait Dr Emile Mwa qui est Katangé, il y avait Sylvain Boubou qui est Katangé, Il faut apporter. il y avait Kinke Moulumba qui est de Bandundu, il y avait Wamba Djamba qui est des Congo central. Donc, nous devons avoir un service de renseignement qui travaille Mais oui. et qui traque tous les traîtres qui sont de toutes les nationalités. Ils sont au Parlement, les traîtres qui collaborent avec C'est ça. Kigali. Ils sont au gouvernement. Non, de toutes les tribus. Merci. Merci. Alors, nous nous sommes entendus. Merci beaucoup. Congolais, quelle que soit la forme de nos têtes ou de notre nez, eh ben, nous restons Congolais. La traîtrise, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, et pour le moment, nous sommes tous d'accord qu'il faut bouter l'ennemi dehors. Oui, bien évidemment. Nilotique, Bantou, Soudanais, Pygmée, toi, nous devons bouter l'ennemi dehors. Voilà le discours qu'on doit adopter. Le truc, votre tête est petite ou macrocéphale, ce n'est pas notre affaire pour l'instant. Je ne vois pas pourquoi ce débat est intervenu là-bas alors que nous recevons un Congolais sur ce plateau pour parler de la nation. Claudel, nous terminons par le dossier Caméré, on ne pourra pas l'aborder. Ce sujet est très important. Caméré est déjà quitté avec consort, mais on termine. Pour l'instant, vous dites quoi au gouvernement et au Parlement? Qu'il faut inviter encore d'autres militaires chez nous, d'autres pays, ou il faut tout simplement tomater l'ango, toter les mélayango. Il fallait quand même parler aussi du dossier Caméré, c'était quand même important parce que on note que tout avait été difficile. Procédure d'urgence, le programme lui-même c'était le programme d'urgence pour les 5 jours du président de la République. Toutes les lettres de M. Caméré, c'était des lettres écrites pour que l'argent soit décaissé en procédure d'urgence sans respecter la procédure de ce qu'on appelle le circuit de la dépense. Mais malheureusement, les maisons ne sont jamais arrivées en procédure d'urgence. Au moins, c'est maintenant de parler. Les 1500 maisons sont difficiles à être identifiées sur le territoire national. Donc, je reviens pour dire que c'est un dossier, j'espère que la prochaine fois, vous allez nous inviter. Nous devons en parler parce que la loi sur la passation des marchés et même les décrets du Premier ministre portant manuel de procédure sur la passation des marchés ont été systématiquement violés. Merci. Arlette, votre mot de la fin par rapport à la proposition faite. On sent que l'élite et le peuple sont déterminés. Comment continuer la pression pour que les armées étrangères n'entrent plus chez nous? Oui, mais moi je pense que tout simplement savoir ce que Nous sommes avec une des avocates savoir, Sami Jamal. merci, savoir ce que c'est l'intérêt du peuple. Moi je pense que la manière dont les choses, la situation de la sécurité de l'Est ou à l'Est se gère par l'autorité politique au pays ne rassure personne, visiblement même pas eux-mêmes. C'est ainsi que vous les voyez tous dirigeants, mais ne pas avoir le même langage. Mais nous sommes en train de proposer ce qui est tout simplement clair. Nous proposons que les dirigeants doivent faire confiance aux forces armées de la République. Ils disent faire confiance à ces forces armées, mais dans le fait, ils font plus confiance aux armées étrangères qu'à l'armée congolaise. Ils vous diront, parce qu'il y a eu infiltration et tout, mais vous avez tous les moyens, on a dit ça ici, que le gouvernement a tous les moyens
il peut mettre à la disposition de ses militaires les aliments, les renseignements, tous les moyens possibles pour dénicher les infiltrés. Ce n'est pas pour autant négliger les forces armées de la République et faire confiance aux armées étrangères, encore que, non, dans les faits, c'est le cas. S'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu. Je reconnais le fait que, dans les dires, on sent que les dirigeants soutiennent les forces armées, reconnaissent leur capacité de ramener la paix à l'aide du pays, mais dans les faits, à voir comment ils sont tout le temps dans les tâtonnements. Voilà, on va avec l'Ouganda, voilà, on va avec les autres, la force régionale. Ça veut dire tout simplement qu'ils ne font pas confiance à l'armée nationale. Bruno, comment accentuer la pression au-delà des plateaux télé? Comment accentuer la pression pour que, au-delà du soutien au FARDC, que les politiques ne pensent pas qu'ils ont le boulevard balisé pour pouvoir inviter encore les armées étrangères? Donc, il y a les différentes associations, organisations, structures de la société civile. Je suis fier d'avoir Carlos Mopili à mes côtés. Doivent se mobiliser pour faire pression ou rencontrer les autorités, le président de la République, les membres du gouvernement, pour leur dire que les peuples qui les avaient mandatés pour exercer ces pouvoirs-là n'est pas d'accord avec la venue sur notre sol de ces troupes-là. Et donc, il faut qu'ils écoutent le peuple. Et moi, j'ai dit au président de la République, le deuxième mandat se joue sur la crise de l'Est. S'il blague avec la question de l'Est, je vois difficile qu'il puisse facilement se taper un deuxième mandat. Et donc, il doit tout faire, et alors tout faire pour apporter une solution efficace et définitive à la crise de l'Est. Merci Bruno Caïmo. Carlos Mopili. Oui, je dis bien que le président refuse le déploiement ou la présence de cette force régionale parce qu'elle risque de provoquer l'émergence des forces de mouvement d'autodéfense populaire. Et là, ça peut créer des crimes qui relèvent de la compétence de la CPI. Alors, nous ne voulons pas voir que des étrangers commettent des crimes et qu'ils lui répondent d'eux-mêmes. Pour les FARDC, je crois que ce qu'il faut faire, c'est il faut les doter de moyens et il faut honorer ceux qui meurent au front. Ici, on honore les musiciens. Maintenant, appelez les musiciens avec leur guitare qui combattent les agresseurs. Quand il y a les artistes qui meurent, qui sont malades, on voit tout le monde aller les compatir. Mais nous avons perdu le meilleur chez nous. On n'a pas vu de cérémonies importantes alors qu'en France, s'il y a un marin qui tombe, on voit sur le président Macron qui lui rend hommage. Pour terminer avec les dossiers Kamer, je vais dire... Non, le dossier Kamer... Non, je termine parce que lui, il en a parlé, ce que... En France, il y a des marines. La société civile salue l'acquittement de l'honorable Vital Kamerhe parce qu'il a été condamné en violation du droit pénal des fonds et des formes. Le juge du premier degré s'est comporté comme un féticheur ou comme un prophète, alors qu'on condamne un accusé sur base de preuves. Et là, il n'y avait pas de preuve de détournement. Mon ami évoque la loi de passation des marchés publics qui a son régime sanctionnateur. Donc, merci à la justice congolaise et merci au chef de l'État, merci à l'État des droits, parce que l'État du droit respecte les droits de l'homme. Où sont les maisons? Merci. Claude, votre dernier mot, justement, comment continuer la pression, même sur le plateau de Minembwe, pour pouvoir dissuader les politiques afin qu'ils n'acceptent pas l'entrée d'une force régionale ici chez nous? En fait, d'abord, j'ai entendu mon collimateur, là où il a dit que ce que le peuple veut aujourd'hui, il appelle le président de la République d'écouter le peuple. Moi, je me demande, que veut le peuple aujourd'hui? Le peuple s'est exprimé et ils ont dit quoi par rapport à l'option qu'il faut lever, donc la guerre ou soit la diplomatie. Donc, il faut privilégier quelle option? Non, moi je pense que nous ne sommes plus là. Voilà, nous ne sommes plus là. Ce que je vous dis, nous sommes au niveau de comment continuer à accentuer la pression. L'élite et le peuple. Le chemin se trouve dans la diplomatie. Il faut accentuer la diplomatie, sans toutefois laisser l'option militaire.
on ne peut pas ignorer. D'ailleurs, ça a toujours été comme ça. On n'a pas, depuis le début des hostilités, au front, les militaires sont engagés et ils combattent toujours. Ils n'ont jamais dit que non, il faut seulement privilégier une option et laisser une autre. Tous les deux, il faut aller avec Claude. Et soutenir le président de la République. Merci comme ça, Claude. Derrière lui, on pourra gagner. Voilà. Le président de la République a le soutien de tous les Congolais et les FARDC ont également le soutien total de tous les Congolais. Personne ne peut nier les performances de nos forces armées. Alors, vous l'avez suivi, plus question des militaires soudanais ou sud-soudanais, burundais, rwandais, ougandais, même kenyans. L'autre pays, c'est quoi de la SADC? Tanzaniens, encore ici. Les FARDC sont capables, mettez les moyens et puis frappez l'ennemi, négociation après. Voilà ce que le peuple demande et nous continuons la pression pour que les dirigeants ne trouvent pas un boulevard balisé pour prendre n'importe quelle décision. L'affaire Caméré, on y reviendra. On a l'un des avocats de Djamal ici, leur client acquitté, il est passé au purgatoire, une jouissance. Maintenant, et après, ça sera quoi? Voilà. Très bonne suite des programmes sur votre chaîne. Tout le monde nous souhaite joyeux anniversaire. Oh, joyeux anniversaire. Ah, c'est vous qui ne l'aviez pas fait. Bruno Caïmois. Oui, je suis très content de participer aujourd'hui à cette émission parce que, à titre de rappel, c'est le 12 décembre 2012 que j'avais participé pour la première fois dans une émission sur le plateau de Télé 50. Voilà. Aujourd'hui, le 12e anniversaire, je suis super content. Je vois que Télé 50, ça a étoffé. Moi, quand on venait sur les plateaux de télévision, on nous disait ne venez pas avec la chemise de couleur verte. Parce qu'il y avait toujours des rideaux à derrière. Mais c'est Télé 50 qui a innové et que tout le monde a copié. Merci à Télé 50. Merci beaucoup. La Télé 50 fait un travail merveilleux. Nous disons joyeux anniversaire, courage. C'est vraiment important de vous soutenir. Voilà, Claude nous suit beaucoup dans l'est du pays. Et il y a beaucoup d'admiration. Claudel. Oui, félicitations à Jean-Marie Kassamba, un véritable professionnel qui a révolutionné le monde médiatique avec l'apparition de Télé 50 en 2010. Et donc, félicitations à lui et à toute l'équipe qui l'a formé. Il a répandu maintenant, ses élèves sont partout dans différents médias aujourd'hui. Et donc, une fois de plus, joyeux anniversaire à cette télévision. Arlette. Je vous souhaite le bonheur pour les années à venir. Et voilà. Nous jetons l'encre avec espoir de vous retrouver la semaine prochaine. Portez-vous très bien.